Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va commencer une série de cours concernant l'urologie. C'est une série de cours concernant le chapitre d'urologie. On va commencer d'urologie. On va commencer par le premier cours. C'est l'adénome de prostate, ou bien appelé l'hypertrophie prostatique. Item 123. L'item 123. Donc, l'hypertrophie prostatique, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Bénigne parce que c'est quelque chose de bénin, c'est contraire de malin, c'est-à-dire qui ne cancérise jamais, elle reste bénin. Certaines pathologies, on sort beaucoup de choses, seulement de la pathologie. Par exemple, pathologie bénigne, c'est la contraire de maligne, c'est-à-dire c'est quelque chose tout à fait normal, bénin, lié à l'âge. Parfois, ils considèrent comme une symptôme de la vieillissement. C'est parce qu'on a beaucoup de sujets âgés qui souffrent par l'HPP, qui dit qu'ils souffrent de la prostate. Donc, une simple introduction, on fait une petite introduction. Petite introduction ici. Introduction. L'hypertrophie de la prostate, appelée aussi l'adénome de prostate, c'est une hyperplasie qui de la zone, intéresse une zone très importante parce que intéresse la zone, elle s'intéresse la zone de transition ou bien dans la région périurétrale, c'est-à-dire à côté de l'urètre. Donc on a une zone appelée la zone de transition qui est la lieu privilégié de ces adénomes. Contrairement le cancer qui se développe dans la partie périphérique. Donc soit dans un seul lobe, ou lobe droit ou gauche, parfois le médian. Donc ça intéresse soit le lobe de gauche, le lobe droit ou bien médian. Très fréquent, comme j'ai dit, lié à l'âge, entre le volume d'adénome et la septum. Il n'y a pas, autre notion très importante, pas de parallélisme, parallélisme entre le volume, bien sûr, le volume de l'adénome et la symptomatologie. Par exemple, lorsqu'on a un volume qui ne compresse pas, qui fait pas une obstruction, ça peut être asymptomatique. Symptomatologie. Donc les symptômes et le volume, c'est pas lorsqu'on a un volume très augmenté, on a une obstruction très grave. Non, ça peut être un volume très important sans retentissement. Donc les facteurs, on a les facteurs de risque d'apparition tels que l'âge et stature hormonale bien sûr. D'obstruction, on a le taux de PSA et le volume de prostate. Le diagnostic, on passe le diagnostic. Dans le diagnostic, bien sûr, on a la clinique qui parle, et on a aussi la biologie. On commence par la clinique. La clinique, on a deux choses. Dans la clinique, on a les symptômes de bas appareil urinaire appelés les SBO. Et dans les SBO, on a deux choses. On a des signes d'obstruction, les signes obstructifs. Obstructif. Et on a les SBO qui sont irritatifs. Irritatif. Dans l'obstruction, c'est la dysurie. Dysurie, c'est dû à l'obstruction. Dysurie.
les gouttes retardataires, le G faible, donc si on peut m'amuser avec les gouttes retardataires, le retard de la déclenchement ou bien de démarrage de la miction, donc des gouttes intermittents retardataires, C'est normal d'avoir 2-3 gouttes après la miction, mais des gouttes retardataires, c'est-à-dire augmente la durée de l'urine avec un G faible, donc G faible, c'est ça qui signe l'obstruction. Et des signes irritatifs, c'est la pollakiurie, c'est-à-dire augmentation de la fréquence urinaire. Pollakiurie, personne qui tout le temps allait à chercher de faire ses besoins. Urgenturie, c'est-à-dire un besoin d'un coup, urgence, emergency. Urgenturie, donc, sont l'impériosité urinaire, les brûlules mictionnelles, des brûlules, donc impériosité, brûlure, donc on va accueillir les brûlures, sont les signes irritatifs. Brûlure. Donc c'est ça les SBU, c'est-à-dire syndrome de pas appareil urinaire. On a l'obstructif, on a parlé d'irritatif. Dans la clinique aussi, on a le tissu rectal, c'est partie de la clinique. Donc tissu rectal, TR. Donc TR qui va trouver bien sûr en tissu rectal, on va analyser, on va voir qu'une prostate augmente de taille, c'est-à-dire supérieure à 20 grammes. Très important, c'est sémiologique, très important. Un tissu rectal qui trouve un prostate souple. Parce que les nodules, ça fait suspect d'un cancer. Et indolore, contrairement à la prostatite aiguë, qu'on trouve des douleurs au niveau de la prostate lisse, c'est-à-dire lisse et régulier. Qui signifie quelque chose de bénin, régulière. Donc, parfois, on a la disparition de sillon médian. Donc, je veux écrire disparition de sillon médian. Disparition de sillon médian. Donc, c'est ça au TF, c'est-à-dire toucher rectal, c'est de la clinique. Donc la biologie, on a donc dans la biologie, on fait un dosage de PSA pour éliminer un cancer associé, donc pour dépistage d'un cancer, donc le PSA total, donc pour dépister un cancer, donc c'est nécessaire. Lorsqu'on a un PSA supérieur à 4 nanogrammes, c'est l'indication à l'avance, c'est-à-dire l'indication de faire une biopsie. Maintenant, on passe par l'IRM, après on fait la biopsie. On dose la créatinine pour chercher la créa. Pourquoi on dose la créatinine? Pour dépistage d'une insuffisance rénale chronique qui peut être obstructif, et subir pour éliminer lorsqu'on a des brûlures mictionnelles, il faut donc parfois éliminer une infection urinaire, donc on fait un des subis. Et subis utilise cytobactériologie d'urine. Donc autre examen complémentaire, parfois on fait donc d'épimétrie pour bien apprécier, objectiver la dysurie, donc la dépimétrie pour objectiver la dysurie, pour avoir le débit maximal, le temps mictionnel qui augmente lorsqu'on a une obstruction. Donc on fait un dépimétrie qui est un examen très important, dépimétrie. Bien sûr, la dysurie est très importante lorsque le débit maximal est inférieur lorsque le débit maximal est inférieur 10 mm seconde, indique une dysurie importante. Dysurie important, pourtant, sachant que un volume d'urine volume urinaire supérieur à 150
ml. Donc lorsqu'on a un volume supérieur à 150 ml, on fait un débitmétrie, on trouve le dB max inférieur à 10 mm par seconde. Donc c'est une obstruction, c'est une dysurie très importante. On va parler de ça. Donc on fait aussi l'échographie rhino-visico-prostatique pour voir le retentissement sur le haut appareil urinaire, c'est-à-dire au niveau rénal. Les dilatations de la cavité bilocalicielle, l'amincissement de parenchyme rénal, tout ça dans l'échographie rénale. Donc échographie rhino-visico et prostatique pour apprécier le volume de prostate avant. On peut mesurer le volume de prostate, estimer le volume de prostate avant de faire pour choisir une technique chirurgicale par exemple, parce que les techniques chirurgicales sont volume dépendantes. Donc c'est ça en première intention. Parfois on était obligé de faire autre chose. La fibroscopie vésicale pour éliminer en cas d'hématurie, pour éliminer donc je vais écrire ici fibroscopie vésicale lorsqu'on a fibroscopie vésicale pour éliminer un cancer de la vessie, surtout si un sujet tabagique, etc., avec les facteurs de risque. En cas d'hématurie, donc l'hématurie, c'est il faut, lorsqu'on a une hématurie, il faut éliminer un cancer, bien sûr, de la vessie, en premier temps, éliminer un cancer. Lorsqu'on a une hématurie, probablement, c'est quelque chose de cancer malin. Donc, c'est la hantise. Donc, il faut éliminer un cancer de la vessie, par une fibroscopie. Bilan urodynamique, c'est en doute diagnostic, on fait un bilan urodynamique. Si doute. Donc ce sont les examens, tous les examens à peu près pour poser le diagnostic. Donc le diagnostic et les cliniques, bien sûr. Il faut toujours être méthodique, commencer par la clinique. Si vous avez dispo, soit obstructif ou réactif, faire un toucher rectal pour apprécier le volume, qui est malheureusement le toucher rectal est, malheureusement on fait pas beaucoup de toucher rectal, on fait l'échographie, mais l'échographie c'est moins sensible, moins spécifique pour l'hypertrophie bénigne de prostate. Le toucher rectal c'est un examen anodin qui ne coûte pas beaucoup de moyens et qui peut apprécier bien mieux que l'échographie en matière de sensibilité, de spécificité au niveau de prostate. Donc les complications de HPP, comme j'ai dit, elles ne cancérisent jamais parce que c'est un truc bénin et ça c'est très important pour nous les médecins. Donc les complications je fais donc les complications ne cancérisent jamais. Mais attention à la cancer associé. Un cancer associé. Parce qu'elle vient généralement du GAG. On peut, bien sûr, on voit les deux en même temps, c'est l'hypertrophie bénigne de prostate d'un côté et un cancer de prostate de l'autre côté. Donc, il faut s'humifier. Donc, les complications, on a les complications aiguës et les complications chroniques. Comme j'ai dit, les complications aiguës, on a la rétention aiguë d'aiguille. Et dans le chronique, on a la rétention vésicale chronique. La rétention vésicale chronique. Dans l'aigu, on a une rétention aiguë d'urine peut aller jusqu'à lorsqu'on a une rétention aiguë d'urine, un obstacle bas situé qui va retentir sur le haut appareil urinaire et on peut avoir une insuffisance rénale aiguë obstructive. C'est ça la hantise, c'est ça le risque de rétention aiguë d'urine. Le risque c'est avoir une insuffisance rénale aiguë obstructive. Dans la chronique, on a bien sûr l'insuffisance rénale chronique obstructive. Donc c'est facile,
entre l'aigu et chronique. C'est facile, on l'écrit. Donc après, on a bien sûr lorsque les urines stagnent, lorsqu'on a une rétention aiguë d'urine, bien sûr c'est un risque d'infectieux urogénital. Donc les infections dans aiguës et les infections infectieuses, le risque infectieux, lorsque les urines stagnent, soit prostatite qui était quelque chose de grave, prostatite, on va parler des infections urinaires, on va parler de prostatite qui peut aller jusqu'à quelque chose de grave, orchie épidémique, etc. Orchie épidémique. Donc après on a l'hématurie, donc l'aigu, on a l'hématurie qui est due à des ruptures des varices prostatiques, l'hématurée, donc des varices qui sont rupturées. Et dans la chronique, on a lorsqu'on a un obstacle tout le temps, la vessie, on a la vessie claquée, la vessie du lutte, vessie de lutte. Avec donc lorsque hypertrophie tétrosurien avec des diverticules, lorsqu'elle lutte, on a des sorties, des hernies, ce qu'on appelle les diverticules. Donc hypertrophie, premièrement hypertrophie tétrosurien, donc lorsque la vessie devient musclée et après elle lâche, on a des diverticules. Et lithiase de stase, donc lithiase lorsqu'on a un stase, lithiase de stase. Donc, lithiase vésicale de stase, donc lithiase vésicale de stase. Très important de connaître ces complications. C'est très important de connaître ces complications parce que sont des indications opératoires, bien sûr, lorsqu'on a des complications telles que insuffisance rénale, etc. C'est l'indication opératoire. Donc, concernant le traitement. Le traitement. Donc on a trois choses, soit abstinence surveillance, soit donc on a le premier traitement c'est abstention et bien sûr surveillance. On le savait. Quand même on a une prostate augmentée de taille, on fait la surveillance. Ou bien un traitement médical, ou bien un traitement chirurgical. Donc, soit abstention, c'est, on a des spominines, avec son, ou bien son altération d'état général minime, c'est-à-dire, pas tout le temps, des trucs minimes. On a des scores pour identifier le retentissement, score IPSS. Donc le truc c'est de diminuer des apports hydriques, donc diminuer la consommation de tabac, donc diminution des rapports hydriques, l'apport hydrique. Donc, éviter café, alcool. Donc, c'est là, je pense, le 4W, women, whisky, weather, j'oublie le quatrième, donc whisky, women, weather. Donc, la 4 des 4W, il faut éviter les 4 W, c'est-à-dire le woman, le sexe, le waiter, c'est le foie, je pense. Whisky, c'est, tout le monde sait c'est quoi un whisky. Donc, pour les traitements médicaux, on a les alpha-bloquants avec le risque d'hypotension hydrostatique, mais on a les alpha-bloquants qui sont spécifiques à ce qu'on appelle donc des alpha-bloquants spécifiques à la prostate. Donc les inhibiteurs aussi, on a les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, 5-alpha réductase. Aussi on a l'EPDE5, c'est l'inhibiteur de phosphodiesterase 5, utilisé tel que le Viagra, mais Viagra n'est pas la même, je pense. Ici, on utilise un autre, le Viagra c'est sildenafil, mais on utilise ici le tadalafil. Avec un mécanisme, c'est un peu mal connu, le tadalafil. On peut utiliser le tadalafil ici.
Et bien sûr, on a la autre phytothérapie, Donc pour les alpha-glucans, si on a place ici, donc les alpha-glucans, on a l'alfusosine et tamsulosine. Tamsulosine appelée Josir, tamsulosine. Non commercial Josir ou Omix. Donc le risque des alpha-glucans, c'est bien sûr hypotension hydrostatique, éjaculation rétrograde. Donc, ce sont les troubles de l'accommodation verticéphalée, etc. Donc, mais essentiel, hypotension. Hydrostatique. Hypotension hydrostatique. Pour les inhibiteurs de alpha-5 réductase, sont les inhibiteurs de transformation de testostérone et de dihydrotestostérone. Donc, elle va diminuer le volume de prostate. On a beaucoup de médicaments, par exemple, si on titre, à titre d'exemple, la finastéride, Leur action demande du temps, à peu près 6 mois du traitement. On a effet indésirable, trouble d'érection, baisse de libido, gynécomastie. Donc, parce qu'on diminue la testostérone, on a un gynécomastie tout à fait normal. Donc, c'est ça pour le traitement médical. Les 5 alpha, comme j'ai dit, la tadalafil sont aussi mécanisme mal connu, mais on peut l'utiliser. Contre-indiqué, oui. C'est très important, les inhibiteurs de 5, ici, inhibiteurs de phosphodiesterase 5. Phosphodiesterase 5 sont contre-indiqués. C'est important, ça tombe beaucoup dans les examens, contre-indiqués lorsqu'on a la prise de dérivés natriques. Donc, parce que elles sont risque de hypotension et de collapsus, donc sont contre-indiquées lorsqu'on contre-indiqué avec l'association dérivés natriques. Dérivés natriques. Comme tous, donc Viagra avec un dérivé nitrite, ça ne marche pas. Ça peut être tué, ça peut être fatal. Donc il faut se méfier de ça. Donc le traitement chirurgical, si l'option peut-être, on a 3 options. Et donc c'est un traitement, comme je dis, la chirurgie reste c'est pas le gold standard, mais elle a ses indications, on peut le dire. Lorsqu'on a une hypertrophie compliquée, d'insuffisance rénale chronique, du calcul, d'infarctus, rétention aiguë d'urine, des spores résistants au traitement médical, ou bien le patient préfère d'opérer. Donc 3 situations, soit HPP compliqué. Donc on va écrire ici chirurgie en cas de 1, 2, 3 indications, soit HBP compliqué, compliqué, ou bien résistant au traitement médical, SBU résiste au traitement médical, ou bien préférence, un patient qui préfère être traité chirurgicalement, préférence de patient. Donc, on a 3 méthodes. On a l'incision cervico-prostatique endoscopie, lorsqu'on a un volume de prostate. Donc, lorsqu'on a un volume de prostate inférieur à 30 grammes. On fait l'incision cervico-prostatique, endoscopique. Lorsqu'on a le volume inférieur à 80 grammes, on fait le R-tube, c'est-à-dire résection R-tube, c'est-à-dire résection transurétérale. Donc on introduit une lance donc transurétérale de la prostate. Donc transurétérale de la prostate. Transurétérale de prostate.
Ou lorsqu'on a un volume de prostate supérieur, donc supérieur à 80 grammes, donc on fait un chirurgie, laparoscopie, on ouvre par voie où on appelle adénoctomie. On fait jamais la prostatectomie. On ne lève jamais la prostate tout entier à cause d'un adénome. On enlève l'adénome parce que lorsqu'on enlève un prostate tout entier, on a un risque, un ralentissement, donc avec dysfonction nerveuse, etc. Donc on fait seulement des anéctomies, des adénoctomies par voie haute, Donc, on va détailler ces trois choses. Donc, les effets indésirables de donc, c'est comme une œuf. On a un œuf, un œuf. L'adénoctomie, c'est appelée la nucléation. On enlève seulement l'eau jaune, c'est-à-dire la noyau de l'œuf. On enlève, c'est l'adénoctomie. On ne lève pas toute l'œuf. C'est l'adénome, c'est le jaunâtre qui est à l'intérieur. Donc, on fait adénoctomie par voie haute. Vous pouvez voir des images ou des vidéos qui sont faites YouTube. Donc après contrôle de les conditions, il faut un contrôle du CPU. On le perd dans un cas stérile. L'examen histologique systématique de l'adénome. Les majeures complications, c'est l'éjaculation rétrograde, l'hématurie, tension aiguë infectieux, sténose de col de l'urètre. Donc c'est ça les risques d'infectieux, les risques des rétentions aiguës d'urine, des hématuries, des sténoses de col vésicale et d'éjaculation rétrograde. Donc on a aussi un syndrome appelé TURP syndrome. C'est le passage de liquide d'irrigation vers la voie systémique lorsqu'on fait le R-tube. C'est pour ça le R-tube il faut inférieur à 80 grammes parce que si il passe le 80 grammes, le temps de la chirurgie augmente et le risque de passage de liquide d'irrigation elle augmente. Et lorsqu'on a un passage de liquide d'irrigation, on a des hypotensions, des hyponatrémies, Et cette hyponatrémie, si elle est majeure, c'est-à-dire lorsqu'on a hyponatrémie modérée, c'est-à-dire supérieure à 120, on fait une restriction hydrique. Mais lorsque l'hyponatrémie elle est sévère, c'est-à-dire hyponatrémie sévère, c'est-à-dire l'anatrémie inférieure à 120, il faut corriger par voie intraveinolente. Pourquoi voie intraveinolente? Donc lorsqu'on a donc hyponatrémie inférieure à 120, on ajoute un ACL hypertonique en EVL intraveinolente parce que lorsqu'on corrige, on a appris dès la deuxième année, lorsqu'on corrige une hyponatrémie rapidement, c'est le risque de myélonise centroplantique. Donc, tout le temps, lorsqu'on corrige une hyponatrémie sévère, on corrige doucement, lentement, pour éviter le risque de cette hyponatrémie et le risque de myélonise centroplantique. Je vous l'écris ici pour garder sur la tête pour votre futur. Myélonise, c'est la lise de pont centroplantique. Le pont, tout le monde, c'est le centropontine. Le pontine, c'est au niveau cérébral. Lorsqu'on a un myélonise à perdre, on peut avoir des aphonies, des dysarthries, des troubles psychiques. Donc, plusieurs choses, il peut arriver. Donc, si on résume l'érologie, l'hypertrophie bénigne de prostate, c'est lié à l'âge, facteur de risque, à l'âge et hormonodépendant. Elle se développe dans la zone de transition à la clinique, c'est l'ISPO et touche rectale. La biologie, on dose parfois la PCA, la CRIA pour apprécier infusion rénale, le CBU pour éliminer infectieux, débiométrie pour
objective indésirée important lorsqu'elle est inférieure à 10 millilitres par seconde. L'échographie rénophysico-prostatique, elle est indiquée. Les complications, il faut garder dans la tête que l'HPP ne cancérise jamais, mais on peut avoir un cancer associé dans la zone périphérique ou bien dans la même zone de transition. On a un adénome et à côté, on a un cancer. Les complications aiguës, on a la rétention aiguë d'urine, les IRA obstructifs, les infectieux, les prostatites, les lipidémites et les hématuries. Dans les complications chroniques, on a la rétention vésicale chronique avec donc l'incontinence par engorgement, l'insuffisance rénale obstructive, la lucidolute avec l'augmentation de la taille du tétrosaure avec des diverticules, la lithiase de stase, vésicale de stase sont les complications chroniques. Le traitement, on a trois, l'absorption thérapeutique lorsqu'on a dyspomie, le traitement médical soit par l'alpha-bloquant ou l'inhibiteur de alpha-5 reductase. Parfois, on associe les deux. L'action des alpha-bloquants, elle est rapide, de l'ordre, je pense, de 48 heures. Donc, l'alpha-bloquant agit rapidement en 48 heures. Les inhibiteurs du 5-alpha-réductase, elle prend au minimum 6 mois pour agir. Donc, parfois, on associe les deux médicaments pour avoir mieux, une thérapie mieux. Donc, la chirurgie, on a trois indications. Lorsqu'on a HBB compliqué, lorsqu'on a des pour-résiste à traitement médical, lorsque le patient préfère un traitement chirurgical. On a trois méthodes aussi. Lorsqu'elle est inférieure à 30 grammes, c'est l'incision cervico-prostatique endoscopie. Lorsqu'elle est inférieure à 80 grammes, on fait le R-tube, c'est-à-dire des résections transuriculaires de prostate. Lorsqu'elle est supérieure à 80 grammes, on fait l'adénoctomie par voie haute. Et il faut se méfier avec l'hyponatrémie ou TURP syndrome et la myélonose centropontique. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, urologie.